merci pour votre introduction. Alors, je vais y répondre immédiatement en ce qui concerne le cuisinier par rapport au vin. Eh bien, bien sûr, les mets et les vins, c'est le trait d'union absolument idéal. Je dois dire que quand j'étais restaurateur, le fait de goûter les plats sont bien différents que goûter du vin. Pourquoi? Parce que le vin, quand il passe en bouche, il passe plus rapidement au niveau du goût que ce que vous mettez et qui nécessite le fait de mâcher. Alors vous savez qu'en mâchant, on déguste 2 fois, on goûte 2 fois. Quand on mange, on goûte 2 fois. Donc, le liquide passe immédiatement en gorge. Vous avez bien sûr, après, une réflexion qui se passe dans votre cerveau pour déterminer les goûts du liquide en question, quel qu'il soit. Par contre, en ce qui concerne les mets, eh bien, ils reposent sur votre langue. En fonction de ce que vous avez mis dans vos mets, les papilles vont s'exacerber et vous allez traduire le sel, le sucré, l'amer et l'acide. Donc là, il y a une différence entre goûter des plats et déguster des vins. C'est vrai que dans mon restaurant, je faisais souvent appel à mon épouse pour goûter les vins. Moi, je traduisais à la cuisine, bien entendu, ô combien, puisque je suis un passionné de cuisine, mais en ce qui concerne les vins, qui étaient du travail de mon épouse, eh bien, c'était mon épouse qui goûtait les vins. Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'en ce qui concerne la dégustation, les femmes ont le privilège d'avoir une inclinaison plus grande à la dégustation. C'est prouvé. C'est prouvé. Donc ma femme, au niveau de la construction d'un repas, m'a souvent aidé très, très honorablement. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quoi on peut aller maintenant. Moi, je voudrais vous dire, en ce qui concerne la cuisine par rapport au vin, eh bien, c'est absolument indispensable. Hein. Par contre, en tout, il y a modération. Et alors, ce que je dis souvent, moi, à mes maîtres d'hôtel, c'est qu'il ne faut pas influencer un repas avec un nombre de vins. Je pense qu'on peut éliminer, le nombre. C'est-à-dire, ce n'est pas peine de faire un repas avec 3 voire 4 vins, parce que là, vous ne savez plus où vous en êtes. Je pense que c'est de la sagesse que d'équilibrer un menu avec un bon vin blanc et ensuite un excellent vin rouge. Voilà. Et je pense que dans l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire actuellement, je pense que 2 vins dans un repas, c'est très bien. N'allons pas au-dessus. Je me souviens, quand je donnais des cours à la Chambre des métiers, on avait fait des cours sur les cocktails. On faisait des cours sur les cocktails. Vous savez que les cocktails, c'est intéressant, ça ouvre le repas, puis c'est convivial, etc. Eh bien, on avait un meilleur ouvrier de France en cocktail, il faisait partie des ABF, Association des barman de France. Eh bien, il disait 3 choses dans un cocktail, c'est suffisant. Au-delà, c'est de la confiture. Voilà une expression qui me plaît bien. Parce que le mieux, c'est de rester en harmonie. Tout désaccord de l'harmonie ne correspond à rien. Donc, essayons d'harmoniser tout ça, les vins et les mets, le cocktail qu'il soit agréable, qu'il soit subtil, mais ne faisons pas de confiture. C'est désagréable pour les confitures, parce qu'il en est de bonnes. Oui, c'est une image. Hein. Mais je veux dire par là que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et je dis ça souvent à mes commis, on veut rajouter quelque chose alors que c'est déjà bien. Eh bien, c'est ce quelque chose qui d'abord va coûter plus cher et qui va en contradiction avec ce qui était déjà bien. Êtes-vous d'accord? Oui. Alors, je voudrais vous présenter un monsieur que j'estime énormément, c'est monsieur Éric Vogel, qui lui pourrait dire un mot sur la première conversation, puisque Éric, tu vas expliquer qui tu es.
Ah, je vais me lever pareil sans micro. Bonjour tout le monde. Alors je seconde Yvon là, depuis à peu près un demi-siècle, en français en tout cas. Nos écarts d'âge ne sont pas si nombreux que ça. Très sérieusement, donc moi je suis un communicant. Ça veut dire que mon travail, je fais de la télé, je fais de la radio, je fais des livres. Et l'objectif à chaque fois, c'est finalement d'essayer de faire passer des messages. Alors pour faire passer des messages, avec Yvon, on s'est affairé à tout plein de travail. Et ici, en terroir, je suis nantais. Né à Nantes, études à Nantes, et ma vie aujourd'hui je la passe à Nantes, même si c'est la France qui me préoccupe en termes de territoire et donc de terroir. Ce qui est important ici, parce que je l'ai vu évoluer à la Maison des Vins, il y a de cela une vingtaine d'années, où encore le muscadet était dans une répartition dite de vignerons. Le meilleur côtoyait le pire, pour ceux qui ont bu le pire et pour ceux qui ont heureusement goûté le meilleur. On peut déplorer aujourd'hui sur notre territoire, en tout cas, une mort, parce que c'est le cas, en tout cas, de petits vignerons. Les parcelles que nous connaissions aujourd'hui ont disparu, au profit, effectivement, d'une unité de production qui est en mesure, en tout cas, de répondre aussi à des exigences économiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre société a changé. Alors, je vais vous marquer 2 points parce qu'ils sont déterminants, autant pour les hommes et femmes que vous êtes que pour les confréries que vous incarnez. Il faut avoir cette logique d'unité, c'est-à-dire que notre société, quand je dis elle a changé, j'aime dire cela dans certaines réunions que d'homo sapiens que nous fûmes, nous sommes maintenant des... Enfin, homo sapiens sapiens et homo sapiens maintenant numeriscus. C'est-à-dire que nous avons, dans la continuité de la main droite ou de la main gauche, en fonction de comment on l'utilise, ça. Vous voyez, ce genre d'ustensile. Alors Yvon, on a un moins moderne, mais tu en as un quand même. C'est-à-dire que les gens maintenant travaillent avec des choses comme ça. Et donc la communication, la transmission change. Et la transmission me donne un autre relais sur quelque chose qui est fondamental, dans lequel les confréries, je vous remercie de votre présence, vous insérez, c'est qu'on est sur une trilogie. S'il y a de la transmission, c'est qu'il y avait une tradition. Et c'est cette tradition qu'il faut bien sûr préserver. Et s'il y avait une tradition, c'est qu'il y a une origine. L'origine peut être plus loin. J'évoquais à l'instant la disparition des parcelles viticoles au profit d'autres unités parcelles, bien évidemment. Mais ce n'est pas parce que l'origine change que la tradition en est modifiée. Et quand les confréries sont là, et vous le savez, vous qui êtes au cœur des confréries, allez chercher des moins de 30 ans, si ce n'est pas par le biais d'une affiliation familiale, etc., c'est compliqué, ou professionnelle, bien évidemment. Pour autant, à mes oreilles, à mes yeux et en goût, lorsqu'on nomme quelque chose, et vous m'écoutez, donc le langage est fondamental, on le partage, et le fait de nommer, quand nous sommes un homme, c'est qu'on a transcendé la notion d'animal, c'est qu'on nomme quelque chose, on le désigne. C'est un vin, mais c'est pas qu'un vin, c'est un muscadet, c'est un cru clisson aujourd'hui. Donc il y a eu une évolution, on a vu que les parcelles se recentraient, mais au profit d'une disparition de quantité, une qualité aujourd'hui est née aujourd'hui. Et pour redonner la parole à Yvon, parce que je ne veux pas accaparer, on fera un échange ensemble, c'est là où la transmission est fondamentale, parce que la tradition que vous gardez, vous, confréries, les chefs, les artisans, puisque en fait aujourd'hui on s'insère dans une... Avec ça, là, il y a son pendant, heureusement, il y a, comme je dis toujours, il y a un endroit, mais il y a un envers. C'est pas que l'envers soit moins bien que l'endroit, c'est qu'il y a toujours un côté bicéphale comme ça dans la vie. On peut dire que face à la massification dans nos rôles de consommateurs, et donc d'acheteurs, quand on va pousser nos caddies à la grande distribution, aujourd'hui il y a les filières de proximité qui ont vu le jour. Depuis à peu près 5-6 ans, entre ce qui est né au nom des circuits courts, c'était nommé comme circuit court, et aujourd'hui c'est appelé comme filière de proximité. C'est quoi une filière de proximité? Ça part de l'agriculture, c'est-à-dire il y a une production, qu'elle soit terre ou mer, cette agriculture, il y a une transformation et il y a une restitution à des consommateurs. C'est ça la filière de proximité. La filière de proximité, c'est d'aller voir son chef, dire merci chef, vous m'avez fait un beau voyage ce midi, l'assiette, elle était bien sûr gourmande, mais ça m'a véhiculé quelque chose. Les confréries ne vont pas me contredire, quand on nomme quelque chose, on prend l'exemple d'un coq au vin, on va prendre celui-ci, puisqu'on est en terre de vin, c'est un coq au vin. C'est pas un coq, fusion, tendance, gingembre ou autre chose. Chaque chef peut interpréter ce qu'il a envie d'interpréter, mais c'est ça la tradition. Ça veut dire que les choses sont nommées. Et puisqu'elles sont nommées, on a une grande chance en France. On est quand même le pays, on va dire, des Lumières et de la liberté. Les recettes appartiennent à tout le monde. On a failli, à quelque chose près, perdre les semences. Il faut des fois, on va, pour certains, entre guillemets, manifester le 17 pour le prix du super ou du gasoil.
Bref, mais ce qui est plus grave, c'est de perdre les semences. Quand vous perdez la propriété des semences, nous perdons ce que nous avons d'humanité. La semence, c'est demain ce qui fait de nous des hommes, puisque nous sommes force d'élevage et de culture. Donc si on perd l'humanité de la semence, c'est bien terrible. Donc, et parce que derrière la semence, quand je vous parlais de massification, c'est quoi? C'est la standardisation du goût. Et quand on est effectivement une confrérie et qu'on va se battre pour des producteurs agricoles, pour des transformateurs qui soient artisans ou chefs, et bien finalement on lutte contre la standardisation du goût. Et si on lutte contre la standardisation du goût, eh bien on est dans la bonne veine. Yvon, je te remets le... Oui, le on va reparler un peu cuisine. Il est vrai que en ce qui concerne les plats cuisine, où on intègre à l'intérieur du vin, quel que soit le vin, que ce soit un Alsace, que ce soit des muscadets, que ce soit des vins rouges de qualité, toujours de qualité bien entendu, eh bien je dois dire, en mémoire, il me revient quand on a lancé le canard au muscadet. Ce canard au muscadet, on l'a lancé avec le père Atimon, on l'a lancé à Valette, c'était un grand moment de bravoure. Mais savez-vous combien il a été vendu par rapport à cette recette qui était toute simple, qui était toute gentille? On a vendu des montagnes de muscadet et des montagnes de canard. Sur un simple reflet cuisine, le canard au muscadet. Si vous saviez combien on a fait de canard au muscadet depuis son existence, c'est faramineux. Alors voilà une idée géniale qui appartient à Maître Atimon. J'étais auprès de lui, j'étais jeune à l'époque, mais je veux dire que ça c'était une idée lumière, quoi. Et j'ai un bon ami ici qui s'appelle Bernard Stradi, qui lui me comprend parfaitement, parce que d'abord, en plus d'être un épicurien assuré, chevronné, ce monsieur-là connaît bien les composantes qu'il y a entre les mets et les vins, et que l'on peut mettre des vins dans les mets, et ça ne fera que les améliorer, bien entendu. Par contre, ce qu'il faut, c'est comprendre comment est le vin et comment comprendre ce qu'on y met avec. Il parle de coq au vin, c'est toute une connaissance. La cuisine, c'est une connaissance. Et c'est une alchimie même quelquefois. Donc il va falloir doser, il va falloir comprendre, et c'est une succession de réflexions pour arriver à la qualité du mets qui sera présenté dans l'assiette. Voilà, c'est ça le rôle du cuisinier. Hein? Il y a un poème que j'aime bien, c'est « Un cuisinier, quand je dîne, est un être divin, qui au fond de sa cuisine gouverne le genre humain. Qu'ici-bas on le contemple comme un ministre du ciel, car sa cuisine est un temple et son fourneau un autel. » Voyez, eh bien ça exprime bien ce que peut être un cuisinier, parce que effectivement c'est un magicien qui va avoir à coordonner l'esprit du vin avec ce qu'il entend y mettre. Alors je dois dire que moi j'ai fait des grandes découvertes au niveau du champagne. Est-ce que la cuisine s'approprie le champagne? Est-ce que le mariage entre champagne et cuisine va bien? Oui, pas pour tout. Là, c'est là où la connaissance intervient. Le champagne, c'est bien, elle agrémente parfaitement un poisson braisé, mais elle sera en contradiction avec une autre recette. Donc c'est au cuisinier d'imaginer quel est le vin par rapport à mon plat. Ça, c'est la connaissance, c'est l'expérience. Et quelquefois, il y a des grandes bévues, croyez-moi. Dans ma carrière de cuisinier, j'ai eu aussi des grands tourments en associant des vins qui n'allaient pas du tout à ce que j'avais imaginé. Hein? Je pense que, Bernard, tu pourrais peut-être nous dire un mot avec ça, parce que tu as dû avoir aussi, toi, des grands soucis par moment. Monsieur Bernard Stradi, je vous parle. Oui. Écoutez pas, Bernard. Effectivement, quand je t'écoute, je suis 100% d'accord avec toi, puisque finalement, d'accord, des mets et des vins, d'abord, il y a des choses qui sont à ne pas faire absolument, mais il y a aussi une question de goût personnel. Aussi. Moi, j'apprécie un liquoreux avec un roquefort ou quelque chose comme ça. D'autres diront, ben non. C'est une hérésie. Voilà, c'est une hérésie. Ouais. Il faut que ce soit un rouge crépiteux, etc. Bon, quant au plat, je parlais tout à l'heure avec Eric, aujourd'hui on a tendance à un peu dématérialiser ou faire de la fusion avec différents types de cuisine. Or,
autant le coq au vin, c'est une recette, autant par exemple le bourguignon, c'est une recette. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Bourguignon aux carottes. Je suis désolé, il n'y a pas de carottes dans le bourguignon. Tout à fait. Bon. Alors, par contre, effectivement, on ne fait pas un bourguignon avec n'importe quel vin. Et il sera plus difficile, voire impossible d'en réaliser, même avec un très bon vin rouge des bords de Loire, par rapport à un vin de Bourgogne. C'est sûr aussi. Merci Bernard. Oui, je voulais dire quelque chose, c'est qu'actuellement, les cuisiniers, bon, ben, je fais partie des anciens, moi, mais on avait quand même des principes de base hein, qui nous ont été légués par les maîtres en cuisine avant moi. Et ces principes étaient quelque chose de précieux. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, parmi les jeunes cuisiniers qu'il y a beaucoup de comment on appelle ça, ils revisitent les recettes. Et quelquefois, ils les accompagnent mal, ces recettes. Parce que ces recettes-là, elles ne demandaient rien. Elles avaient été faites, refaites, elles étaient parfaites. Et maintenant, en les revisitant, eh bien, on a tendance à les détruire. Moi, je suis actuellement, avec l'Académie culinaire de France, à vouloir faire en sorte de respecter les appellations culinaires que nous avons connues, qui sont notre marque de fabrique. Les appellations culinaires, on ne doit pas y toucher. Ce sont des labels. Et on n'a pas le droit de toucher à ça. Or, il s'avère que maintenant, eh bien, on a tendance à les piétiner. Je dois dire que la question des principes, c'est ô combien important. Une viande, est-ce qu'elle peut macérer dans du vin? Réponse, oui, parfaitement. Bien sûr, une viande a le droit de macérer dans les vins, y compris le coq au vin, parfaitement. Y compris il y a des viandes qui méritent, en particulier, actuellement, on est dans la chasse, tous les gibiers, tous les gros gibiers méritent d'être marinés, ça va de soi, avec un vin qui va justement leur apporter un supplément en goût. Voilà. C'est là que le cuisinier aura à traduire la chose. Hein. Donc tout à l'heure, je vous parlais de connaissances. Ben oui, ce métier-là, le métier de cuisinier, imagine énormément de connaissances. Un cuisinier, ça doit avoir la connaissance dans toutes les formes de poissons. Vous savez qu'il y a 14 traductions de cuisine dans les poissons. Il y a 14 façons de cuisiner les poissons. Ouais, c'est pas une, c'est 14. Un cuisinier se doit de connaître les 14 façons de cuisiner le poisson, y compris les poissons avec du vin, bien entendu. Un cuisinier se doit connaître les 17 façons de cuisiner la viande. C'est encore autre chose. Donc ça a fait appel à une sérieuse connaissance. Je vous parle des légumes. Comment conduit-on une cuisson de légumes? Si c'est des légumes verts, si c'est des féculents, c'est pas pareil, etc., etc., etc. Alors, le cuisinier se doit d'être une personne qui va naviguer entre la connaissance du pain, la connaissance du vin, la connaissance des poissons, la connaissance des viandes, la connaissance des fruits, la connaissance des légumes, la connaissance des épices. Imaginez ce métier-là, combien il est difficile. Et je peux vous dire que moi, aujourd'hui, à 80 ans, je continue d'apprendre. Et j'en ai pas fini. Il y a trois lettres que je voudrais souligner avec mon ami Eric. C'est PST. En cuisine, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est la proximité des choses. La proximité des choses. Quand vous avez à traduire une recette, allez pas la chercher à 200 km, allez pas la chercher à 500 km, elle est près de chez vous. La proximité, la saisonnalité. On ne peut pas imaginer de faire une recette en hiver avec des choses qui correspondent à l'été. C'est impossible. On n'est pas en droit de faire ça, c'est une erreur. Et puis aussi la traçabilité. La traçabilité, c'est important pour savoir ce qui se passe dans votre assiette. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la viande? Est-ce que c'est une bonne viande? Est-ce que c'est un produit qui est respectable? Que ça soit dans la crème, que ça soit dans le beurre, que ça soit dans les poissons. La traçabilité, aujourd'hui, on est dedans. Et c'est bien qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on mange.
Alors je pense que tu pourrais peut-être nous dire un mot là-dessus. Bah oui, je vais reprendre le relais, Vous avez entendu ces derniers temps, j'oublie toujours ce nom, j'allais le chercher sur le web. Et on a eu le problème de la mâche, là, il y a de cela une semaine, France Inter l'évoquait sur cette notion qu'ils ont de stériliser, il n'y a pas d'autre terme, les terres, hein, c'est-à-dire qu'ils vont tout tuer pour faire pousser de la mâche pour que finalement à la productivité, on ait une mâche sans herbe, sans rien. Alors qu'est-ce qu'on veut manger? Alors c'est vrai qu'un cuisinier, tu l'évoquais, c'est une alchimie, c'est les métiers du feu, le métier de la transformation, et nous, consommateurs, je vais incarner quand même la position du consommateur, quand on fait nos courses, on parle souvent de cochon. Mais c'est qui le cochon? Vous voyez, c'est ce qu'évoquait Yvon dans cette traçabilité. Connaissons-nous nos cochons? Vous voyez la connaissance. Qui connaît les cochons aujourd'hui dans cette assemblée? Moi, j'ai prétention d'en connaître quelques-uns des cochons, parce que je les ai vus. Parce que c'est mon métier aussi de les suivre. Mais autrement, si je suis un consommateur qui est pris dans les aléas de sa vie quotidienne, c'est peut-être compliqué de savoir qui est le cochon. Parce qu'un cochon, c'est un cochon. Eh bien non, c'est comme tout le reste. Donc on a une tendance, et je vous l'évoquais tout à l'heure avec cette idée de civilisation qui change un petit peu, c'est qu'on a oublié que manger tue. Et c'est pas grave, on est des hommes, on élève, et effectivement pour manger, il y a bien un moment, il faut tuer, on peut les manger crus, mais ils vont crier. Donc il ne faut pas se fermer les yeux. Quand on mange de l'agneau, quand on mange des poulets, etc., c'est qu'il y a des animaux qui meurent pour que nous puissions les manger. Et c'est là où c'est intéressant de savoir ce que nous faisons, parce que quand on sait qu'on est obligé de tuer pour manger, je dirais, il y a une notion élémentaire qui est de se dire, ok, on se nourrit dans l'esprit que le ventre. Hein, vous savez que vous avez des neurones dans l'estomac, hein, c'est important. Donc automatiquement, le fait de manger et de bien manger de saison, même si aujourd'hui, depuis que Tesla nous a mis de l'électricité, on peut conserver nos produits avec nos congélateurs, etc. Donc, à titre domestique, pourquoi pas. Mais lorsqu'on est dans la massification des produits, il faut être hyper vigilant. Alors, par contre, le système, et je vais prendre 2 minutes, est fait pour vous tromper. Sachez-le, c'est très, très, très compliqué. Si vous avez suivi les actualités, est sorti il y a encore une semaine un petit, c'est même pas un label, c'est une petite marque commerciale pour dire ça c'est bon pour les enfants de moins de 3 ans, je crois. Il faudra que je resitue le niveau de l'âge. Moi ça m'interpelle. Ça veut dire que lorsqu'on va chercher en grande distribution et qu'on va regarder une petite étiquette pour savoir qu'un enfant de moins de 3 ans peut manger ça, qu'il y a moins de pourcentage en nitrite, qu'il y a moins de pourcentage en dégueulasserie, ça veut dire que tout le reste, il y a quoi? Il y a un endroit, il y a un envers, il y a un envers, il y a un endroit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre position de consommateur? Alors c'est là où la transmission est fondamentale. Et si on veut que demain, des plus jeunes soient en bonne santé, parce qu'il y a des scandales sanitaires qui arrivent et qui vont continuer à arriver. Hein. Moi je suis né en 65, donc j'ai fait de la malbouffe. Hein. J'étais aussi nourri à cela, mais pas que, puisqu'on a eu la chance, pour ceux qui ont 40 balais et plus, d'avoir quand même des grands-parents ruraux. Mais il y a plein de jeunes qui n'ont pas de grands-parents ruraux. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas, ce que je vais vous dire, c'est vrai. Hein. En banlieue parisienne, il y a des gamins, ils ne savent pas comment le lait arrive. Quoi. Un bidon. Un bidon. Alors si moi, tout petit, on m'avait dit, tiens, on va chercher un bidon, effectivement, on dit, le lait, il naît dans des bidons. Ouais, voilà. Donc il faut savoir que le monde, il est pluriel comme ça, et on n'a personne détient une vérité. Le propos n'est pas dans la vérité, il est dans la transmission, une fois de plus. Et cette transmission gardienne des traditions. Donc les filières de proximité, elles ont un sens. Et ne vous faites pas avoir également, lorsque vous allez chez des grands distributeurs, sous couvert d'un marketing établi, rodé. Je vais faire une parenthèse qui est intéressante parce que vous savez qu'on réfléchit, vous m'écoutez, mais vos cerveaux produisent des images. On est tous d'accord que vous réfléchissez en images. Je vais vous donner un petit outil qui va vous faire marrer. Si je dis jeu de société, voilà. Alors je vais prendre au premier rang, je vais aller vite, mais jeux de société, vous pensez généralement à un jeu de petits chevaux, Monopoly. Hein, ceux qui pensent à autre chose peuvent lever la main, mais c'est à peu près ça. Et si je vous dis une galerie marchande, bah, vous allez penser à votre belle galerie marchande de Basse-Goulaine ou de Valette, s'il y en a une, je ne les connais pas toutes. Parce que votre cerveau est conditionné comme tel. Par contre, si je veux vous vendre un jeu de société bien plus cher, parce que jeu de société, vous avez mis un symbole derrière ça. Vous avez mis mon jeu des petits chevaux, mon Monopoly à moins de 50 €, on va dire aujourd'hui. Mais si je vous dis un support ludique, votre cerveau, là, il est emmerdé. Parce que le support ludique, votre tête, là, elle est là en train de se dire, bon, bah, il faut que je l'écoute encore, cet homme-là. Parce que mon cerveau ne m'a pas renvoyé l'image interne qui fait que... Bah, pour manger et tout ça, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on dit c'est qui cochon, etc., bah, vous avez tellement de labels aujourd'hui, vous avez tellement de marques
de sociétés, enfin des marques de territoire, les marques de société, les marques de territoire, produits en Bretagne, on n'en a pas en Pays de la Loire, hein. Il n'y a pas une marque Pays de la Loire. Mais si vous achetez un produit en Bretagne, ça ne veut strictement rien dire. C'est derrière, vous avez des industriels, vous avez des artisans, vous avez des gens qui font pas forcément que des belles choses, puis vous pouvez en avoir qui font quand même des belles choses. Donc simplement, on va vous dire, voilà, c'est produit en Bretagne, c'est comme sur les œufs, les poulaillers, hein, œufs de poulailler. Moi, quand je dis un œuf de poulailler, je vois le poulailler de ma grand-mère, paix son âme. Et je veux dire, il y avait que quelques poules, et puis ça sentait la paille, et voilà. Les poulaillers, il y a 6 000, 8 000 poulets, d'accord? Vous savez qu'une poule vit sur cette superficie, il y en a 4. Les animaux se chient dessus. Donc quand ils se chient dessus, jamais nos grands-parents ont eu comment dire, cette notion du règne animal. Et quand je dis tuer est nécessaire, bien sûr que c'est nécessaire, c'est notre tradition d'éleveur, de chasseur. Mais on n'a pas dit n'importe quoi et on n'a pas transformé, et aujourd'hui nous l'avons fait sur un mode industriel, c'est de faire de l'alimentation des gisements. Il y a des gisements de poulets, il y a des gisements de cochons, il y a des gisements de vaches, etc., 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 pour reprendre ce que disait Yvon. Le rôle d'un restaurateur, c'est justement d'aiguiller le consommateur. Et on parlait de voyage, d'assiette, d'un composé alchimique, là encore, puisque quand on se nourrit, on prend quelque chose de l'homme qui l'a transformé. Donc il y a toujours une histoire à raconter, que ce soit sur un vin, bien naturellement, ou sur toute forme de produit. Et quand cette histoire, elle est rompue, c'est bien que la tradition n'existe plus. Donc c'est qu'il n'y a plus d'origine. C'est que derrière, c'est peut-être pas un élevage qu'il y a, mais c'est un gisement. Et si c'est un gisement, c'est que c'est de la merde, comme disait un certain Koff, ou Cambrai chez nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se méfier. Donc, ce qui est déterminant, c'est ce que vous avez là. Combien êtes-vous prêt à mettre pour finalement être utile, d'abord à vous-même, ensuite au reste de l'humanité que vous côtoyez tous les jours. Parce que aller chercher le moins cher, enfin, chercher le moins cher, mais vous flinguez on se flingue tous les gens. Il faut que les gens puissent travailler. Et il faut qu'on puisse travailler et avoir le respect du règne animal, du règne végétal. Les mâches, le scandale des mâches, j'ai honte pour mon pays, les Pays de la Loire. Je ne le savais pas, hein, pourtant je suis dedans, hein, et ça je l'ai appris comme tout le monde. Donc comme dit Yvon, à 80 balais on apprend, à 53 ans on apprend, et j'apprendrai toujours. Mais c'est ensemble qu'on peut être vigilant, parce que si ensemble, avec nos porte-monnaies, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'écouter les confréries, on a envie d'écouter les restaurateurs, on va chez son artisan, il y a une rillette, c'est qui le cochon? Le porc blanc de l'Ouest, j'espère que vous le connaissez cet ami-là, le porc blanc de l'Ouest. C'est à nous ce cochon-là. Pays de la Loire, Bretagne, c'est notre cochon. En fait, pour terminer cet exposé, je vais le faire avec les cochons, parce que c'est un animal que j'aime bien. On a 7 races locales, j'espère que ce terme vous parle, les races locales. Hein, on l'a pour quasiment tout le règne animal, les races locales, les poules, les veaux, enfin les bœufs, etc. Mais chez les cochons, vous avez les Basques, ils ont le quintoa, c'est un cochon, oui. Et c'est le quintoa. Quand vous mangez un quintoa, il y a un éleveur, parce que c'est le nom de cet agriculteur, c'est un éleveur, il élève des cochons qui prennent l'air. Les Corses, ils ont le noustralé. Alors il y a eu le scandale de la charcuterie corse, où il y avait plus de charcuterie au kilo, oui. 100 fois plus qu'il y avait de cochons. Forcément, ils venaient de Roumanie, les cochons. Ah, oui. D'accord, mais donc voilà. Mais si vous connaissez le cochon et que vous suivez le cochon, derrière, il y aura un artisan, il y aura un chef, et vous allez bouffer d'une Australie, d'accord. Petit cochon corse de montagne. Hein, le bayeux, qui est comme un dalmatien dans le Nord. Hein, d'accord, donc on a nos cochons, le noir de Bigorre, etc. Donc voilà, il y a des gens en France, et cette tradition française, moi je l'ai dans le cœur. Hein, c'est-à-dire que je me bats tous les jours pour ça, on essaye à notre niveau. Hein, je ne suis pas un révolutionnaire de la bouffe, je suis juste en train de dire que si on fait les choses dans l'ordre, ben, il y a de grandes chances que nos traditions, on va les perdurer. Mais si on fait tout dans le désordre, il ne faut pas aller après pleurer qu'à Nantes, et je vais terminer là-dessus, à Nantes, puisqu'on parlait de gastronomie, on parle de chef, mais quelle est la tête de notre gastronomie nantaise? Alors la mère Clémence, tu l'as connue, pas connue? Je ne l'ai pas connue, non. Hein, t'es pas assez vieux pour l'avoir connue? Non, bah, exact. Bon, alors le beurre blanc nantais, moi qui parcours la France, Nantes, on est connu pour notre beurre blanc, et on est connu pour notre plateau de fruits de mer. La messe est dite, au revoir monsieur, dame, et l'affaire est pesée. Le muscadet, il sert à quoi? Personne ne sait ce que c'est qu'un perlan, d'accord? Donc le muscadet de l'année, tout le monde s'en cogne, et puis il va être vendu 20 balles à Paris, c'est du petit vin à Kir. Chez nous, qui? Alors, je ne parle pas pour vous, mais moi, j'ai honte au propre sur moi, je me flagelle. Mais on ne vient jamais chez les amis avec une bouteille de muscadet. C'est à l'hecto, l'AOC, la moins chère de France. Hein, d'accord? Tout le monde pleure là-dessus.
Et finalement, si on vient avec sa bouteille de muscadet, on va dire, oh, radin, une bouteille à 3 balles. Parce que, vous savez, moi je suis éditeur, je vais faire ce parallèle, un livre, on a fait celui d'Yvon. Le prix d'un livre, en France, c'est l'auteur et l'éditeur qui le fixent. C'est pas un organisme qu'on ne connaît pas qui va dire que le prix du cochon, c'est tant d'argent. D'accord? Le prix d'un vin, etc., ça devrait être pareil. Mais ce n'est pas le cas en France. Hein. Donc il y a des vins qui peuvent être libres, entre guillemets, mais vos amis vignerons ici, on leur achète des hectolitres. Hein. D'accord? Il y a du négoce derrière, il y a du business. Hein. Donc ils sont un peu, pour certains, s'ils n'ont pas été rachetés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un muscadet, il n'y avait plus de lettres de noblesse. Alors je vous l'évoquais tout à l'heure, les parcelles ont été un peu ziquées, nos anciens sont partis. Il y a eu, monsieur le vice-président, il est là, mais une revalorisation également du bâti pour que certains vignerons puissent capitaliser également, parce qu'il y avait des celliers qui valaient que dalle. Hein, donc il fallait aussi donner à du bâti une valeur en terrain constructible, etc., etc. Parce qu'on ne lâche pas les gens comme ça dans la nature. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'arrivait pas avec du muscadet chez les gens. Et moi, je trouve qu'avec les crus qui sont sortis, on peut vraiment applaudir tout le travail qui a été fait ici sur le vignoble, les vignerons en premier chef. Hein. Et on n'est pas assujetti trop au bio encore dans notre région. Moi, j'aime bien le vin bio, mais c'est pareil, les sulfites, ils font vachement gaffe, nos vignerons, maintenant. Dans le temps, rappelez-vous, hein, pour ceux qui en ont bu. On a raisonné maintenant. Oui, on a raisonné. J'ai plein d'amis vignerons, on a raisonné, c'est très bien. Enfin, et le goût est là, parce que ce qu'Yvon évoquait, et c'est ça qui est fondamental, c'est aller chercher le goût, c'est l'expérience du goût, c'est la connaissance du goût et des saveurs, c'est ça qui est fondamental. Donc à partir du moment qu'on a cette harmonie, cette amitié, cette fraternité qu'il y a, parce que le vin se partage, alors, sauf si on veut picoler tout seul, mais c'est pas le but, donc on va parler du vin. Donc souvent on avait honte de parler du vin, parce que je sais pas, qualifier, etc. Bon, on qualifie avec le cœur, c'est pas grave si on se trompe. Le but, c'est de partager un bon moment et puis de pouvoir parler peut-être du vigneron qu'on a été rencontré. Et ce que j'évoque, c'est que finalement, dans cette notion de proximité, les filières de proximité, le fait de connaître un artisan, le fait de connaître un restaurateur, le fait de connaître finalement un agriculteur. Nous, on a développé un concept qui s'appelle, je vais vous le faire comme ça, c'est ça. Un tam-tam, bien sûr. Mais le tam, c'est le temps, alimentation, mouvement. Ça, c'est mes mots techniques, hein, le tam-tam. Donc le temps, alimentation, mouvement, c'est comment vous évoluez, d'accord? Le temps que vous consacrez, bah, vous pourrez effectivement gérer votre alimentation. Mais si on va vite, hein, je symbolise avec un caddie, je prends des paires d'odus dégueulasses, machin, etc., des œufs, sans savoir qu'un COF3, c'est juste des œufs de batterie, ça a été rabattu à la télé, etc. Mais je veux mal manger. Cochonou qui n'est pas de chez nous. Cochonou qui n'est pas de chez nous, mais des scandales, j'en ai plein les tiroirs s'il fallait en parler. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on prend son temps. Quel est le temps de l'homme? Le temps de l'homme, 3 fois par jour, il mange le temps de l'homme. Donc il est clair qu'aujourd'hui, manger de saison, comme dit Yvon, aller dans un restaurant que l'on connaît, que l'on reconnaît, mais moi ce qui m'intéresse dans un coq au vin, c'est de le comparer. Parce que j'ai un voyage dans le coq au vin, s'il n'est pas interprété, il y a des subtilités, je vais me régaler chez un, je vais me régaler chez l'autre, c'est ça un coq au vin. Après les tendances, moi j'en ai ras-le-bol des tendances, ces chefs aujourd'hui qu'on n'a pas su fédérer, puisque nous, et Yvon vous parlera d'un projet qu'il a porté en lui, en tout cas avec cette cité de la gastronomie, qui verra peut-être un jour, je dirais son horizon sur Nantes, on le souhaite, mais ça prendra de longues années. Mais c'est de fédérer toutes les compétences d'un territoire. Et toutes ces compétences d'un territoire, c'est l'addition des énergies positives. Hein. C'est pas d'aller dire les vignerons, ils font de la merde, quant aux artisans, ils sont trop chers, ils nous prennent des marges, etc. Stop tout ça. Le bon sens, comme disait le Crédit Agricole, est près de chez nous. Il avait raison pour une fois. Des banquiers qui ont raison, Dieu sait que ça me coûte de le dire. Mais bon, au moins sur le slogan. Et pardon si parmi vous, des banquiers existent. Est-ce que vous Oui, bon. Y a-t-il des personnes qui aimeraient nous poser des questions dans ce domaine? Je suis sûr qu'il y a des choses qui vous interpellent. Sur les achats, sur la consommation. Qui vous interpellent au niveau de la cuisine et au niveau de l'association de la cuisine et du vin. Moi, je reviendrai au tout début de votre propos, grand maître Don Garnier. Et je reviendrai sur votre propos quand vous avez parlé de la différence entre boire du vin et manger, avec le mâcher des produits solides et de liquides. Eh bien, finirez-vous
ça m'a interpellé parce que le vin, on peut le garder plus longtemps en bouche parce que non seulement on peut admirer sa robe, le humer, le grumer, mais on peut également le mâcher, comme la nourriture. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, donc, on le dit. On va se rejoindre. On le dit, on mâche le vin. Voilà. On le dit, on mâche le vin. C'est vrai, c'est une expression qui appartient à toutes les confréries vinicoles. Cependant, vous êtes d'accord avec moi que le liquide passe beaucoup plus vite que le solide. Oui. Si on sait garder un petit peu en bouche quelques perles pour la dégustation. Oui. Voilà. Il faut les passer sur les papilles, il faut le garder, il faut bien le... Moi, j'ai fait des expériences avec des enfants au niveau des écoles où on leur donnait quelque chose à déguster comme ça. Et la réflexion des enfants, elle se passe dans les yeux. Quand ils goûtent et vous voyez les yeux qui réfléchissent. Et c'est amusant de voir ça parce qu'effectivement, quand vous mâchez, effectivement, eh bien, vous traduisez. Alors, je ne dis pas que, bien sûr, pour le vin, c'est sensiblement la même chose parce que vous avez les solutions rétroactives qui se passent en fond de gorge et qui vous permettent de déterminer la qualité d'un vin. Moi, en ce qui concerne les vins, vous avez une autre particularité aussi. Quand vous buvez un vin, s'il est parfait, ce que nous arrive assez souvent maintenant, parce qu'on a des bons traducteurs, on a eu des énologues formidables qui ont... Mais quand un vin n'est pas comme il faut, vous plissez des yeux. C'est une émotion naturelle. Plissez des yeux. Et quand vous plissez des yeux, ça veut dire que ce vin-là est à un degré d'acidité qui ne vous convient pas. J'ai dit. Alors, je surenchis sur ce que vous évoquiez, je me relève. Le goût est indissociable des sens. Hein. Les yeux sont fondamentaux dans le goût. Pour ceux qui ont regardé la télé avec Top Chef, il y a l'épreuve de la boîte noire, hein, donc où ils sont amenés à goûter dans un noir absolu. C'est très, pour ceux qui ont essayé, je peux vous assurer qu'on se fait tous piéger. Hein. On prend l'inverse pour s'en opposer, enfin, c'est très compliqué. Là, il est déterminant et on est déjà, quand je parlais d'image, quand on réfléchit en image, les mots sont vibrations avant d'être des mots, hein, d'accord. Donc il est clair que moi je fais partie de ceux qui se régalent rien qu'à lire le menu. Hein, et je crois qu'on est plusieurs à partager cela. On lit, on dit oh la vache, un coq au vin après. On salive. Ça, c'est ce moment-là, je l'attends déjà et mon cerveau est en train de m'envoyer tous les récepteurs utiles et nécessaires. Parce que quand ce coq au vin, et il arrive sur la table, moi j'aime bien les restaurateurs, j'aime bien le côté tradition et fait maison. Et quand vous pouvez vous servir, vous avez dans le vignoble d'ailleurs un restaurateur qui aime bien la cocotte, qui travaille la cocotte. Les effluves. Mais c'est important, voilà, quand on lève le couvercle, ça fume, ça sent bon, et puis vous savez qu'on aime bien partager. C'est cette tradition qui est là. Et quand vous savez qu'en plus qu'il y a dedans cette saison, cette proximité, cette traçabilité, comme dit Yvon, donc on sait qui est quoi, qui a composé le mets qu'on va déguster, plénitude est atteinte. Hein. Alors pour peu que les vins soient là, alors là, nirvana. Donc c'est comme ça qu'on aime vivre finalement. Donc c'est ça qui est important. Et je reviens surtout c'est cette notion de temps. Bien manger nécessite du temps, et on l'a compris, une connaissance. Bien manger nécessite de bosser. Hein, c'est pas le dire, c'est-à-dire, je vais bouffer quoi, je vais une boîte de pâté. Ouais, alors ça, on n'est que des cochons qui n'ont pas de nom. Hein, je parlais des cochons qui ont des noms, mais il y a des cochons qui n'ont pas de nom, malheureusement. Et ils finissent en pâté. Mais imaginez, de temps en temps, posez-vous la question, j'agresse personne par rapport à cela, hein, je me la suis posée à moi-même et à ma famille, et si on n'était pas nous-mêmes des cochons, dans une société qui nourrit des gens qui, le matin, travaillent, le soir, comme chez eux, manger, ils vont faire de dos, puis ils travaillent, mais voilà. Bon, ça a été caricaturé depuis des décennies, mais parce que la question est vraiment... Donc, on arrête d'être des cochons à partir du moment où on prend la main sur notre alimentation. C'est-à-dire qu'on revient à notre source, à l'origine qu'on évoquait. Origine, tradition, transmission, c'est basique, hein, c'est clair. Et à partir de là, je dirais, on va commencer à évoluer et puis simplement avoir un regard et une complaisance et aussi une demande. Et la complaisance, c'est-à-dire sur ce qu'on va acheter, on peut faire confiance à son artisan, mais comme j'aime à dire, on se fait tromper une fois, il a le droit de se tromper, hein, c'est pas grave, mais il faut savoir lui dire. On lui dit, tes huîtres, j'ai pas su apprécier, ou ton plat, j'ai pas su apprécier. Moi, je fais partie de ceux qui ils vont parler chez les chefs, le pain et le vin. Et quand on me fout du pain dégueulasse, moi, chez un restaurateur, il y en a qui mettent du pain dégueulasse.
Alors moi, j'aime pas le pain de deux, hein. Ça a mal vieilli, c'est plein de trous, ça peut être doux. Bon, ça c'est un goût personnel. Puis en plus, s'il est dur, je le renvoie. S'ils n'ont rien d'autre, bah, je me barre. C'est-à-dire que si le pain n'accompagne pas, parce que le pain, dans certains pays étrangers, le vendent. Hein. En France, le pain fait partie du prix du repas. Oui. Hein, en France, il serait incongru de vendre le pain. Ben, moi, je suis pour que le pain soit vendu, parce que si on met du pain de merde avec un coq au vin, mais on m'a trahi. Moi, quand j'arrive au bout de l'assiette, alors je peux faire Chabreau pour les anciens, de cœur. Bon, à midi, Chabreau, resto. Donc je vais sous-souiller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si le pain n'est pas au rendez-vous, je sous-souille quoi? Rien du tout. Donc du coup, ça ne me va pas, et je suis trompé, une fois de plus. Donc le voyage de l'assiette, il est extraordinaire quand on veut le comprendre, et on a besoin des chefs pour ça. Parce que c'est un livre ouvert qui dure 20 minutes, hein, ou plus, en fonction de la durée du repas. Mais on se souvient, et il y a quelque chose qui est exceptionnel, que j'adore, c'est parce qu'il y a un moment, bah, il faut, là aussi, faut être plus. Mais il y a des fois, on ne se souvient jamais du prix qu'on a payé. Quand Cherchez. Vous seriez incapable de dire là, putain, j'ai tellement bien mangé que je ne sais même plus combien j'ai payé. C'était beau, c'était sympa. Et finalement, bah, si la qualité au rendez-vous, je peux vous dire quelque chose qui est fondamental, enfin, auquel je crois, c'est que quand il y a du goût et des saveurs, si ce n'est pas truqué, bien évidemment, c'est qu'il y avait des bons produits. D'accord? Et c'est rare qu'un chef se trompe, comme évoquait Yvon. Il y a 14 manières de cuire un poisson. Moi, je suis incapable de le savoir. Par contre, si le chef me questionne, il me dit « T'as envie de manger quoi aujourd'hui? T'as quelle émotion ?» Je peux lui traduire. Je dis « Tiens, j'aimerais bien un petit voyage comme ça. » Puis bah, si le chef, il me connaît bien, il dit « Attends, bon Eric, voilà ce qui va arriver. » Puis bah, quand je suis ressorti, je suis le plus heureux des hommes. Oui, c'est parfaitement. Je voudrais ouvrir votre attention sur un sujet qui me préoccupe actuellement. Alors, il relie bien sûr notre raison entre les mets et les vins. Mais l'ennui aujourd'hui, vous voyez, c'est que quand vous allez au restaurant, dans un bon restaurant, bien sûr, eh bien, on va vous donner quelque chose sur 2 lignes. On va vous expliquer le plat, c'est on va dire n'importe quoi, c'est un mignon de veau. On va expliquer que ce mignon de veau, il est agrémenté d'une garniture de courgettes, etc. Et il est terminé. En fait, ce que vous allez manger, ça correspond à 2 lignes. Ça correspond à 2 lignes, à peu près, sur votre menu. Si c'est de la viande ou si c'est du poisson. Suivez-moi bien parce que mon explication mérite votre attention. Or, il s'avère que quand vous allez déguster cette assiette, c'était parfait. C'était très bien. Vous êtes comblé. Le chef a bien réalisé, effectivement, son mignon de veau était bien travaillé, bien traduit au niveau de la cuisson. L'accompagnement légumes était parfait et la sauce d'accompagnement peut-être pas suffisante, peut-être, mais c'était bien. Allez, on va dire que c'était bien. Vous quittez le restaurant avec vos amis. 3 jours plus tard, je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé. Quelle est votre réponse? Eh bien, vous êtes incapable de me dire ce que vous avez mangé parce que actuellement, dans notre cuisine, on a oublié de donner un nom de baptême au plat qui avait été si bien préparé. Or, c'est comme si vous alliez à Londres sans avoir l'adresse de votre ami qui habite à Londres et sans savoir la rue où il habite, eh bien, vous êtes incapable de vous rendre chez lui. Donc, actuellement, le grand dommage pour la cuisine, c'est que nous ne donnons pas des noms de baptême à des plats magnifiques qui ont été réalisés par des grands chefs, sauf Monsieur Paul Bocuse, qui lui avait souligné un plat parfait, qui était la soupe VGE. Alors, il y en a eu d'autres, hein. Vous avez eu les 3 gros qui ont mis le saumon à l'oseille. Ils ont souligné cette interprétation culinaire d'un saumon à l'oseille. Ça, c'est rentré dans la tête des gens. Mais aujourd'hui, vous allez dans un restaurant, vous allez parfaitement bien manger, mais 8 jours après... Alors, je vais vous donner un exemple. Avec ma famille, je suis allé au château de la Bretèche. Très bon endroit, superbe endroit, très bon chef. Et en plus de ça, très bon sommelier pour vous, mes amis des Brais de Vin. Donc, c'était le repas de l'anniversaire de mon mariage avec ma charmante épouse. 52 années quand même, et on a eu un repas superbe.
Ma fille est copilote à Air France et elle venait de passer son examen, donc tout allait bien. 8 jours après cette chose-là, je lui ai dit, on a bien vécu hein, au château de la Bretagne, c'était bien. Ah oui, papa, c'était bien. Ah oui, bon, il y avait mon fils, ma fille, ma femme, moi, et puis j'avais un ami à moi, un grand ami. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me dire ce qu'on a déjeuné? Qu'est-ce qu'il y avait? Ma fille a été incapable de se rappeler ce qu'on avait. Ce qui est grave en soi, autant pour le chef qui avait préparé le repas, que pour nous. J'en ai fini. Et bien c'est ça actuellement qu'il y a. Donc, le grand maître Antonin Carême disait qu'un plat qui n'est pas souligné par un nom est appelé à aller au puits de l'oubli. Eh bien, c'est ce qui arrive. Donc, je terminerai moi. Merci, une chose qui m'interpelle, si vous permettez. Ah ben au contraire, on est là pour partager et communiquer. Hein. Si vous faites comme à l'école, vous levez le bras et je vous donne la parole et le micro qui vous est. Je est. vais pas monopoliser, ce sera ma dernière petite intervention. Je laisse à tous mes collègues la possibilité de s'exprimer. Bien sûr. Et on voit souvent dans les émissions culinaires, entre guillemets, à la télévision, on revisite une recette et ça m'inquiète beaucoup et je suis sceptique et on détruit la véritable image du plat qu'on devrait garder en référence et en mémoire. Voilà. Merci monsieur, merci monsieur. 3 fois merci. Alors, je vais reprendre la parole. Oui madame, oui. Alors, regardez qui vont dans ces cas-là. Hein. C'est toi qui as vu. Il est méchant, il est méchant. On connaît, nous, par exemple, les petits cochons que nous mangeons. Oui. Mais c'est terrible de voir ces petits cochons qui courent et qui s'amusent entre eux, parce que le cochon est très intelligent, il adore jouer. Oui. Et il est très propre. Je mange ces petits cochons. J'adore le cochon. Mais j'avoue que quelque part, j'ai du remords. Bah ça, c'est peut-être votre culpabilité de religion, peu importe. Ah, pas du tout. Non, mais peu importe, je veux dire, la religion, c'est ce que je veux dire par là, c'est que le petit cochon est un petit cochon d'élevage. Hein, il n'existerait pas si l'homme ne l'avait pas créé. Oui, mais c'est un petit cochon d'élevage. Donc, il y a les cochons sauvages, bon, quelques sangliers ici et là, parce qu'on en veut bien encore. Mais il ne faut pas se leurrer, il faut appeler un chat un chat. Nous sommes en France. Un pays où on va aller, il n'y a plus de lions, il n'y a plus d'éléphants, mais chez nous, il n'y a plus rien depuis très longtemps, hein, sauvage. D'accord? Je travaille des fois sur des thèmes qui sont ce qu'on appelle la géophonie. Je vais faire très court. C'est le son de la nature. Le son de la nature, il faut aller loin pour l'entendre aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, le petit cochon, c'est bien sûr qu'on peut avoir du cœur pour ce petit animal qu'on va manger, mais il est bon en pâté, il est très bon en rillettes, et ma foi, c'est un peu sa destinée, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de la grande distribution avec sa pluralité d'informations marketing, de marques, etc. Sachez que ça existe chez les chefs de la même manière. Les chefs ne nous ont pas simplifié la vie, parce que on aime bien Yvon, moi j'adore Yvon, forcément, j'adore tous mes amis chefs et tout ce qui s'ensuit. Mais l'autre jour, j'intervenais à Paris, il y avait Alain Dutournier, et je lui posais la question en disant, mais merde, le fait maison, vous n'avez pas réussi à vous unir, vous les chefs, je le nommais, il y en avait 70 des chefs autour de la table, pour que nous, les consommateurs, on ait un sens commun. C'est-à-dire que je mets au défi qui que ce soit dans cette assemblée, avec moi, dans les rues de Nantes, de dire, bah tiens, on va rentrer là, c'est un bon restaurant, je suis incapable. Si j'ai pas eu un bouche à oreille pour me dire, bah, tiens, si, lui, c'est correct, etc. Mais c'est sélectif. Il y a un moment, un restaurateur, je veux dire, quand on va avoir un docteur, il peut être bon ou mauvais, mais c'est un docteur. Les restaurants, vous faites le distinguo sur des restaurants? Je vais vous dire, sur 3000 restaurants qu'on a en Loire-Atlantique, il y en a moins de 1000 qui font du fait maison. Donc tous les autres, c'est pas du fait maison. Moi, j'appelle pour certains des cantiniers, puis je nomme pas les autres parce qu'ils n'ont pas été nommés, justement. Les cantiniers, qu'est-ce qu'ils font? Ils réchauffent. Et quand Yvon parle de proximité, vous avez 2 réseaux de proximité pour les restaurateurs. Puisque aujourd'hui, quand vous êtes un restaurateur comme Benoît dans le vignoble, c'est facile de prendre sa voiture, de faire des petites choses. Et quand vous êtes centre-ville à Nantes, vous faire livrer, c'est le bazar un peu. Hein. On fait plus ce qu'on veut en ville, hein, et de plus en plus. Donc forcément, il faut des nœuds logistiques. C'est-à-dire que pour avoir cette fraîcheur, cette proximité, cette disponibilité, parce qu'il faut penser qu'un chef, lui, il a besoin pas de 3 kilos de carottes le matin quand il va commencer à préparer son service. Hein. Il a besoin de volume. Donc s'il travaille un petit producteur qui tous les jours
Mon cher Yvon, j'ai plus de carottes. Ah, merde, putain. Il faisait un bœuf aux carottes, il y a des carottes. Donc, je te charrie. Donc, moralité, il faut une disponibilité. Donc, il y a des... Vous n'êtes pas censé savoir qu'aux Sorinières, bah, notre vieux mine, à partir du mois de mars, il déménage. Et on est le 2e de France, hein, en termes de marché d'intérêt national. Donc, c'est un enjeu formidable. Et au sein de ces mines, on a ce qu'on appelle le carreau des producteurs. Et les marchés d'intérêt nationaux, ils sont à 24 ou 26 en France. Hein. J'en ai 2, souvent que j'hésite. Mais le plus connu, c'est Rungis, puisque Rungis, c'est le plus grand marché au monde, hein, internationalement parlant. La plus grosse structure de surface de vente, c'est Rungis. Nantes, number 2 en France. Donc Nantes, on est une plateforme importante. Sur notre région des Pays de la Loire également, avec la Chambre régionale d'agriculture, on est une des régions avec le plus grand taux de production labellisé. Eh ben, on a un des plus grands marchés d'intérêt nationaux. On a la plus grosse terre de production en termes de qualité. Regardez ce que nos amis vendéens ont pu développer sous les termes de Vendée Qualité, sur le port vendéen, la Mogette, etc. La filière vendéenne a très très bien travaillé. Et regardez, je vous l'évoquais tout à l'heure, notre pauvreté en gastronomie. Hein, si j'enlève le beurre blanc, je caricature toujours, et le plateau de fruits de mer, je reviens à mes restaurateurs. Alors après, derrière ça, on a des escoffiers, on a des eurotocs, on a des académiciens, bien évidemment et heureusement, mais vous avez pléthore, je ne vais pas tous les nommer pour pas vous perdre, les maîtres cuisiniers de France, etc., les toques blanches, enfin bref. Ils ont une bonne quinzaine de corporations, hein, les chefs. Oui, environ. Mais nous, on n'y pipe rien, ça c'est comme si, je veux dire, nous consommateurs, quand on pousse la porte d'un restaurant, ce qu'on veut, c'est être sûr. Et la carte, on parlait de nommer finalement ce qu'on mange. Yvon l'évoquait, mais c'est fondamental, et nommer et le détailler. On a lancé avec Yvon, il y a un an, la semaine nantaise. 30 restaurants nous ont suivis. Pendant une semaine, le but était que sur chaque carte des restaurants partenaires, nous sachions ce qu'il y avait dans la cuisine. C'est-à-dire, il marquait que l'artichaut venait du producteur Foguet, qu'il y avait ceci, et cela. Et les vins. Et les vins, tout. Enfin, il y avait vraiment un suivi. Ça a du sens. C'est-à-dire que quand vous franchissez la porte d'un seul coup, il n'y a plus besoin de label, parce que vous avez peut-être entendu parler de la gamelle et de la maison, le fait maison. D'accord, hein. Bon, ça a été une aberration, puisque du Tournier me dit, Eric, attends, le fait maison, pourquoi on n'est pas venu dans le fait maison? C'était un piège à con, le fait maison. Un piège à con pour les professionnels, puisque en caricaturant, celui qui ouvrait un sous-vide et qui mettait 3 grammes de mâche locale, il avait fait un plat maison. Oui, c'était une aberration. Donc, ce que j'aime à dire, c'est que, et comme je parle d'origine, de tradition et de transmission, il y a l'économie qui est là, il y a l'éthique qui est là. Mais entre les deux, il y a le politique. Et le politique, il est indissociable de nos sociétés, orientées, gouvernées. Donc il faut influer auprès de nos politiques, parce qu'on a des députés, c'est eux qui légifèrent à l'Assemblée nationale. Et vous avez des députés sur votre territoire. Donc, qui des confréries, qui nos élus, là si, les députés, il faut aller les chercher, mais ils sont là, hein. Les sièges sont occupés en tout cas, parce que je sache. Donc, je veux dire, c'est notre démarche de citoyen-citoyenne, c'est-à-dire qu'on peut crier qu'on en a marre, mais il y a un moment, ce sera mon dernier mot en tout cas, il faut arrêter d'essayer, il faut faire. Et quand on arrête d'essayer et qu'on fait les choses à son rythme, à son niveau, à son volume, mais au moins faire, croyez-moi, c'est mieux qu'essayer. Donc demain, pour effectivement mieux manger, mieux être en interconnexion avec tous les professionnels qui savent faire à nous nourrir, en tout cas, je veux dire, il faut être responsable. Et responsable, madame, comme je l'évoquais, c'est de ne pas être à son tour un petit cochon. Et moi, j'ai refusé, il y a bien longtemps, d'être un petit cochon. Je voudrais vous dire quelque chose d'important. À Lyon, il y a aujourd'hui 14 meilleurs ouvriers de France, des bleus, blancs, rouges, en cuisine. Lyon, c'est Lyon. À Nantes, nous avons, sur la ville de Nantes, un seul étoilé Michelin. Avouez quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi la ville de Lyon, Paris, 17 MOF en cuisine, et nous, l'Ouest, le Morbihan maintenant commence à relever de la tête, mais nous, à Nantes, sur des départements 44, nous en sommes qu'à 1 sur la ville et 3 sur les extérieurs, ce qui fait 4 au nombre. Alors je dis que ou le Michelin ne nous aime pas, c'est possible, ou alors nous ne sommes pas en mesure de rivaliser avec les chefs lyonnais, parisiens ou de Nice ou de Marseille. Donc il y a quelque chose qui va mal. Alors j'ai imaginé, avec mon ami Eric Fogel,
d'avoir sur la ville de Nantes, sur le 44, alors on est en train de manipuler ça avec les officiels, la ville de Nantes, la région, le conseil général, etc., de créer sur Nantes un conservatoire des arts culinaires. Et là, j'attends de vous que vous puissiez m'aider dans cette... pourquoi à Lyon, il y a un conservatoire des arts culinaires? Pourquoi y en a-t-il un à Dijon? Pourquoi il y en a un à Versailles? Pourquoi il y en a un à Tours? Pourquoi il y en a un, j'en oublie un, à Tours, je l'ai dit, oui. Voilà, Versailles, c'est abandonné. En fait, c'est des cités de la gastronomie. En fait, Nantes arrive en bon dernier sur cette image qui représente ce que nous savons faire. Parce qu'il faut savoir que dans le 44, on sait bien faire les choses. On sait bien faire le vin, hein, nos vins, les vins, puisqu'il n'y en a pas qu'un. Muscadet en numéro 1, bien entendu, mais il y en a d'autres. Nous savons bien faire l'élevage, nous savons bien traduire les fromages, hein, la société Belvert, le curé nantais, etc. Nous faisons les choses comme il faut et on nous souligne dans bien des journaux et bien des éditoriaux. Pourquoi est-ce que nous sommes les parents pauvres? Qu'est-ce qui se passe qu'on ne soit pas aimé? Alors, nous espérons, avec la Chambre de commerce de Nantes, de pouvoir mettre en mouvement ce conservatoire des arts culinaires qui sera un endroit merveilleux où sous le même toit, nous aurons du boulanger, du pâtissier, du cuisinier, du vin, notre vin, et il y aura 14 métiers différents de l'alimentaire. Aidez-nous à mettre ça en mouvement. On a besoin encore d'un petit coup de pouce, on a besoin que le Conservatoire des arts culinaires puisse exister sur Nantes avant qu'il nous soit pris sur Rennes, qui sera peut-être plus pétillant et plus rapide que nous, ce qui serait désolant. Ils n'ont pas de vin, cela dit. C'est vrai. Si vous avez besoin de poser des questions, vous ne gênez pas. Ouais. Mais vous aidez, mais... Je pense qu'il faut, à mon avis, maintenant vous avez Facebook. C'est pas financier, madame, pour l'heure. Ah non. C'est pas un problème de finance, c'est pas plutôt un problème c'est au niveau politique, c'est au niveau politique. La balle est encore dans notre camp pour l'heure, il faut qu'on harmonise cela avec tous les partenaires qui sont... Mais je pense que nos amis ont le droit de dire, ben oui, moi je voudrais bien. Alors on a fait une pétition, on a récolté 700 signatures, c'est peu pour la ville, compte tenu qu'on est 350 000 quand même maintenant. Je pense que c'est à tout le monde. Est-ce que nous voulons ce conservatoire des arts culinaires qui illustre ce que nous savons faire? Oui ou non? Si personne en veut, n'en parlons plus. Ça m'ennuierait, moi, personnellement. Je voudrais bien que ça existe avant que je meure. Mais sous quelle forme? Pardon? Sous quelle forme on peut faire ça? Juste avant la dégustation, parce qu'il nous reste très peu de temps avant le démarrage de la prochaine visite. Donc je vous invite, si vous avez quelques questions, encore une ou deux questions dans l'Assemblée, et ensuite je vous inviterai à poursuivre la dégustation autour d'un muscadet avec messieurs Garnier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pour cette pétition que vous avez lancée, pourquoi pas la diffuser auprès des confréries que nous représentons, pour qu'en fait les membres des confréries puissent devenir signataires? C'est déjà là un vivier qui pourrait me paraître intéressant. Juste la réponse pour toutes les questions qui sont liées au Conservatoire des arts culinaires en deux mots. Il est en vue de ce qu'on peut appeler, on l'avait noté ici en la presse, une cité de la gastronomie, aller sous le patronage de l'UNESCO. Nous, avant que Nantes soit sous le patronage de l'UNESCO, croyez-moi, il va s'en passer. Donc le Conservatoire des arts culinaires, lui, peut naître. On est aujourd'hui avec un ensemble d'acteurs, dont les élus. Rappelez-vous, s'il y a de l'économie, s'il y a de l'éthique, il y a du politique au milieu. On est là, au milieu. Tant qu'il n'y a pas le politique en jeu, ce sont des affaires qui, à terme, nécessitent des investissements. 18 millions. Pour vous parler de Rungis, où il y a une cité de la gastronomie qui se met en place, c'est 220 millions de projets d'investissement. Donc il est clair que les filières de proximité, elles seront dedans, mais ce n'est pas elles qui vont investir. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des enjeux qui se planifient, qui s'amortissent, pour messieurs les politiques ici, vous voyez, sur de longues échéances. Donc nous, notre rôle, il n'est pas de nous positionner aux politiques, il est de mettre le politique en ordre de marche. Donc à votre réponse, nous serons bientôt en ordre de marche pour dire, ok, voilà, qui l'Institut Édouard Nignon sera un des réceptacles, en tout cas, pour obtenir une signature. Peut-être des fonds si certains veulent faire ceci ou cela, mais pour l'heure, rien n'est défini.
on est encore dans cette unité pour que finalement quelque chose soit restitué. France Bleu, avec qui je travaille, est partenaire. France 3, où je chronique, est partenaire. Ouest France le suivra. Presso, tous les communicants sont d'accord. Les chambres consulaires sont d'accord. Les partenaires professionnels sont d'accord. Pour une fois, consommateurs aussi, il faut on a mis le monde, tout le monde d'accord. Mais c'est là où justement la pression du consommateur peut être intéressante en passant par... Et pour terminer, pour que maintenant cet accord puisse, comment dire, se déverser sur la citoyenneté, il faut qu'il soit politique. Donc on s'évertue maintenant à ce que cette démarche puisse être validée. Une dernière question peut-être, monsieur Straldi? Yvon, tu as été 10 ans professeur aux IFAM. Oui. Aujourd'hui, on ouvre un restaurant, il suffit d'avoir des fonds, on achète un restaurant, on fait n'importe quoi, on n'a même pas besoin d'un CAP, d'un brevet de maîtrise, d'un vrai coiffeur, il en faut. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui cloche dans ce c'est vrai. système. Qu'est-ce que tu en dis, toi, qui as été formateur? Alors, Bernard, tu me plais à me parler comme ça. Effectivement, pour être coiffeur, il faut un brevet professionnel. On ne peut pas ouvrir boutique de coiffure si on n'a pas son brevet professionnel. Il n'en est pas, ce n'est pas pareil pour un restaurateur. S'il a un peu de sous, il va ouvrir boutique et on ne sait pas ce qu'il fera d'ailleurs. Alors, il aura la chance d'avoir un bon chef et tant mieux pour lui. Sa maison va être prospère. Mais s'il tombe sur le dernier eh bien, voilà. Alors donc, il y avait eu un moment, il y a une quinzaine d'années, un certificat d'agrément pour pouvoir former, d'abord pour pouvoir former des apprentis. Ça, c'était quand même capital. Je pense qu'actuellement, ce certificat d'agrément n'existe plus. Donc, vous voyez, alors, il y a une dégringolade dans ce domaine-là qui fait que peut-être que notre métier est en danger, notre profession est en danger. N'importe qui a pu ouvrir n'importe quoi et nous sommes un peu tributaires de ça. D'où la raison peut-être de n'avoir qu'un seul étoilé Michelin. Non. C'est vrai, Bernard, tu as raison. Derrière ça, le plus dangereux, c'est de voler la destinée des jeunes. Parce qu'en faisant des formations de merde, on met des gens en position de difficulté alors qu'ils sont dans leur plus jeune âge. Réfléchissons.